Pendant plus de 160 millions d'années, ils ont mené la danse aux quatre coins du globe. Aujourd'hui encore, leurs souvenirs hantent notre imagination. Avant de disparaître, ils ont réussi le mariage idéal entre forme et fonction. Ces monstres magnifiques, ce sont les dinosaures. Celui-ci, c'est le tyrannosaure, le roi, l'empereur des monstres. Nouveau-Mexique, USA, 1993. La paix en vue au Moyen-Orient fait les gros titres des journaux. Mais dans la région, on se passionne pour une autre information. La première empreinte de tyrannosaure vient d'y être découverte. Il y a 65 millions d'années, un grand tyrannosaure a piétiné dans la boue. L'une de ces empreintes fut recouverte par le sable. Le sable a ensuite durci, produisant dans le calcaire ce moulage impeccable. 65 millions d'années plus tard, le professeur Martin Lockley de l'Université du Colorado a retrouvé cette empreinte sculptée dans le roc, criante de vérité. Eh ben, dis donc. Ce n'est pas rien. L'animal était vraiment grand. C'est l'empreinte d'un tyrannosaure. Nous en sommes certains pour différentes raisons. D'abord, c'est indiscutablement une empreinte de dinosaure carnivore. Ici, il y a le premier doigt, un hallux, et des empreintes de griffes. C'est typique d'un carnivore. 85 cm de long. Chacune des serres de ce dinosaure couvrait une surface à peu près aussi grande qu'un parapluie. Et là-dessus prenaient appui 6 tonnes de muscles et d'os. Dans l'évolution des dinosaures, le tyrannosaure fut le bouquet final. À l'échelle des temps géologiques, le tyrannosaure est apparu juste avant l'extinction des dinosaures. De la tête à la queue, un adulte de 6 tonnes mesurait 12 mètres. C'est plus que la longueur d'une salle de classe. La nature a produit peu de machines à tuer aussi parfaites. Mais il a fallu du temps. Les premiers dinosaures, Eoraptor et Celophysis, sont apparus voici 225 millions d'années. Le gigantesque continent unique commençait à peine à se disloquer. Du Trias, on est passé au Jurassique. C'est l'ère du stégosaure, du diplodocus et d'autres herbivores, dont un géant né en Asie, le Mamenchisaure. Au Crétacé, la forme actuelle des continents commençait à s'esquisser. Les dinosaures, eux aussi, adoptaient des formes nouvelles. Voici 70 millions d'années, le monde a pratiquement l'aspect que nous lui connaissons aujourd'hui, et ce peuple d'espèces nouvelles de la famille du tyrannosaure, l'albertosaure et le tarbosaure notamment. Quelle vie pouvait-il mener? Les tyrannosaures attaquent. Les corythosaures s'enfuient. Comment tout cela s'est-il terminé? Nous le saurons plus tard. Voyons d'abord comment fonctionnait ce tueur. En tout, quelques 50 crocs actionnés par une mâchoire puissamment musclée. Cet os appartenait à un herbivore nommé Hadrosaure. Le tyrannosaure qui l'a sectionné s'est cassé une dent dans la bataille. Elle est restée logée dans l'os.
Parmi les victimes du tyrannosaure, on compte également l'imposant Triceratops. Cet os est percé un peu partout et nous pensons que ces blessures portent la signature du tyrannosaure. D'après Peter Larson, cet os de Triceratops nous donne un aperçu de la force du tyrannosaure. Si nous prenons 2 dents de tyrannosaure, nous voyons qu'elles s'ajustent parfaitement dans ces trous. Et que dire de ces dents? Les dents de tyrannosaure sont des armes absolument terribles. En fait, l'os que nous venons de voir porte de nombreuses traces de morsures. Mais ce trou à l'extrémité nous donne une indication très intéressante. Si nous prenons cette dent et que nous la mettons en place ici, nous voyons qu'elle traverse le fémur de part en part. Nous pensons que ce fémur a été purement et simplement arraché du corps de l'animal encore vivant. Arraché de son articulation ici, au niveau de la hanche, par le tyrannosaure qui a démembré ce Triceratops. Les Badlands, dans l'État d'Alberta au Canada, doivent leur nom, qui signifie « mauvaise terre », à l'aspect tourmenté que leur ont donné des millions d'années d'érosion. Les Badlands sont riches en fossiles de dinosaures. C'est pourquoi on y a situé le Royal Tyrrell Museum, l'un des grands musées de paléontologie et son centre de recherche. Le professeur Philip Curry, directeur des recherches sur les dinosaures, est un spécialiste des carnivores. Où est le reste de la hanche? Au labo? Le Royal Tyrrell Museum met en place la plus grande exposition du monde, avec 40 spécimens de dinosaures, dont plusieurs ont été trouvés dans les Badlands. Non content de reconstituer leur squelette, le professeur Curry se pose la question de savoir comment vivaient les dinosaures. Les dents de tyrannosaure, comme toutes les dents de carnivores, sont très longues et fuselées. La structure de la dent semble très simple à première vue. En fait, en y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'il y a de minuscules crénelures sur l'arête postérieure de la dent et sur l'arête antérieure. Et chacune de ces crénelures est comme une série de petites dents acérées. Aussi, quand le tyrannosaure mord sa proie et quand la dent plonge comme ça dans les chairs, chaque crénelure accroche de la viande. La chair est agrippée, coincée entre les dentelures et sectionnée. Si bien que lorsqu'un tyrannosaure mord un autre animal, ses dents pénètrent très efficacement dans la chair. Elles tranchent la viande et elles tranchent l'os. C'est une caractéristique qui ne nous était pas apparue de prime abord. Ces dentelures, à l'arrière et à l'avant de la dent, transforment chaque arête en 6 égoïnes. Imaginez un râtelier composé de 50 couteaux à steak bien affûtés. Même sur les os du robuste Triceratops, le résultat était spectaculaire. Il y avait un inconvénient. Les dentelures créaient des interstices qui pouvaient fragiliser la dent. Or, curieusement, ces dentelures ne résultent pas d'une simple incision rectiligne. Leur base présente une perforation caractéristique en forme de tête d'épingle. Le professeur Nobutoshi Yamazaki de l'université de Keio a réalisé une expérience qui permet de comprendre le rôle de ces perforations. Les dentelures reproduites sur la plaque de droite sont constituées d'incisions de forme simple. Celles de gauche sont en tête d'épingle, comme sur les dents du tyrannosaure. Un vérin hydraulique exerce une traction égale sur les 2 échantillons. Tout à coup, celui qui n'a que des incisions rectilignes casse. Le professeur Yamazaki explique que les contraintes se concentrent dans ce cas sur l'extrémité interne des incisions, tandis que dans l'autre, l'incision se prolonge par un arrondi qui permet aux contraintes de se répartir efficacement et empêche la crénelure de rompre. Les ingénieurs connaissent bien ce principe et l'appliquent à la fabrication des scies circulaires. Mais la vraie question serait de savoir comment le tyrannosaure a fait pour s'équiper de la sorte, voici 70 millions d'années, sans l'aide d'aucun ingénieur.
Dans leur chasse aux dragons, des chercheurs comme Philip Currie se livrent à une inlassable exploration des miracles de la nature. Hill City, Dakota du Sud, USA. Les pionniers de la ruée vers l'or auraient prêté peu d'attention aux trésors que l'on amasse aujourd'hui dans la ville qu'ils ont fondée. Des ossements de dinosaures, délicatement nettoyés à l'Institut de recherche géologique de Black Hills, sous l'œil expert de son directeur, Peter Larson. Voici une côte de tyrannosaure. En regardant de près cette côte, on voit une marque sur la tranche. C'est une blessure cicatrisée causée par une morsure de tyrannosaure. Ce qui prouve que les tyrannosaures se battaient entre eux. Je pense que ces animaux défendaient leur territoire. Quand deux familles se rencontraient, elles s'affrontaient pour tenter de s'adjuger la part de territoire la plus enviable. Des dents judicieusement profilées étaient enracinées dans un crâne judicieusement articulé. Car bizarrement, ce crâne était plus une boule de muscles qu'une solide boîte crânienne bien osseuse. Une telle puissance musculaire aurait pu causer de sévères fractures si les os de la tête n'avaient pas été reliés entre eux par des articulations souples. Les pivers nous donnent une idée du problème. On pourrait s'attendre à ce qu'un animal qui passe sa vie à marteler du bois avec sa tête souffre de sérieuses commotions cérébrales. Il n'en est rien. Des articulations font office d'amortisseur et le cerveau est protégé de ces trépidations. Des articulations analogues protègent le tyrannosaure. Le professeur Currie. Le tyrannosaure a un crâne très volumineux. Mais ce crâne comprend de nombreux vides. Et nous constatons que les os eux-mêmes sont attachés les uns aux autres de manière très lâche. On voit qu'il y a du jeu là. C'est particulièrement manifeste à l'arrière du maxillaire supérieur. À cet endroit, les os sont pratiquement béants. Et sur le maxillaire inférieur, vous voyez qu'il y a une articulation au milieu sur toute la largeur. Ces articulations servent d'amortisseur lorsque le tyrannosaure referme ses mâchoires sur une proie. Ainsi, il y a moins de risques qu'il se casse les dents d'une part, et d'autre part, il peut serrer avec beaucoup plus de force sans risquer de se fracturer un os du crâne, bien que sa proie se débatte encore comme un beau diable. Imaginez un peu. Un tyrannosaure de 6 tonnes aux prises avec un animal de la carrure d'un rhinocéros. La victime vend chèrement sa peau. Mais les dents du tyrannosaure sont déjà profondément plantées dans son corps. Les deux animaux s'arc-boutent de toute leur force et la tête du tyrannosaure doit supporter ces chocs. C'est à quoi lui sert ce crâne tout en muscles et ce réseau d'articulations osseuses, solides mais flexibles. Outre sa force, un tel tueur avait besoin de sens bien aiguisés pour débusquer ses proies. L'hôpital de Calgary, au Canada. Un crâne d'albertosaure va passer au scanner sous l'œil vigilant du professeur Currie. L'albertosaure est un membre du groupe des tyrannosaures. Une série de coupes électroniques révèle la forme des différentes cavités de la boîte crânienne et des organes qu'elle renfermait, y compris le cerveau. Ce cerveau était essentiellement consacré au traitement des perceptions sensorielles. À droite, le lobe frontal, lié à l'odorat. Le lobe médian, lié à la vue.
et le lobe arrière lié à l'ouïe. Le tyrannosaure n'avait que faire d'être intelligent, mais il était équipé pour réagir très rapidement à son environnement. On peut en juger d'après l'odorat du nanotyrannosaure par exemple. Cet os long et enroulé sur lui-même dans la fosse nasale du nanotyrannosaure démontre qu'il avait un excellent odorat. Les mammifères actuels dont l'odorat est bien développé ont souvent un os analogue dans les fosses nasales. Les sangliers, par exemple, arrivent à sentir les pommes de terre et autres tubercules, même profondément enterrés. Plus l'os est enroulé sur lui-même, plus l'odorat est actif, qu'il s'agisse du sanglier, de la hyène ou du nanotyrannosaure. Le nanotyrannosaure est le seul dinosaure connu qui soit équipé d'un tel os. Sans doute en avance sur son temps dans ce domaine, il était capable de détecter les plus faibles odeurs dans l'air ambiant. La vue, l'odorat et l'ouïe. Le tyrannosaure était un véritable radar. Aucun objet en mouvement n'échappait à sa vigilance. Le scanner révèle que le tyrannosaure était doté d'une ouïe très fine. Alors que son cerveau était confiné dans un volume étriqué, son oreille interne bénéficiait d'un espace considérable dans la boîte crânienne. Il s'agissait en fait de résonateurs destinés à amplifier les sons. Comme chez les autres dinosaures, et comme chez tous les animaux à vrai dire, chez le tyrannosaure, l'oreille interne est associée à une petite poche d'air. Mais le tyrannosaure a étendu ses poches d'air à tous les os de la boîte crânienne proprement dite, ce qui les rend bien plus grandes que chez les autres animaux. Les tyrannosaures pouvaient donc augmenter la fréquence des sons qu'ils percevaient. Or, nous savons, à en juger par la configuration de leur organe de phonation, que les dinosaures à bec de canard ou les hadrosaures produisaient certainement des sons très très graves. Et nous supposons que les tyrannosaures s'aidaient de leurs résonateurs internes pour entendre les très basses fréquences des dinosaures à bec de canard. Car si les tyrannosaures arrivaient à entendre les dinosaures à bec de canard, alors ils étaient à même de les prendre en chasse. L'univers sonore du tyrannosaure était probablement dominé par la cacophonie des insectes. Les grands animaux communiquaient donc dans le registre grave. C'est ce qui explique la présence de ces crêtes creuses sur la tête de certains hadrosaures. Ce sont des résonateurs aptes à produire des basses fréquences. Mais le tyrannosaure était équipé pour intercepter ces fréquences, localiser la source d'émission et la réduire au silence. La première fois que l'on a reconstitué un squelette de tyrannosaure, on l'a représenté appuyé sur sa queue. Le Muséum d'histoire naturelle de Pittsburgh possède cette première reconstitution qui date de 1900. Pendant des décennies, les paléontologues ont présumé que cette représentation du tyrannosaure était la bonne. Une bête féroce mais lente qui se déplaçait en prenant appui sur sa queue comme un kangourou au repos. Les choses ont changé. Voici le nouveau tyrannosaure, un coureur toujours sur le qui-vive. Ce tyrannosaure repensé est profilé pour l'action. Son centre de gravité est situé au niveau du bassin et l'ensemble est parfaitement équilibré. Sans gaspillage d'énergie, cette posture lui permet de propulser ses 6 tonnes à la vitesse maximale de 20 km/h.
ce qui est celle d'un coureur de marathon. Cette nouvelle approche des choses permet d'expliquer une énigme persistante. Pourquoi les bras du tyrannosaure étaient-ils atrophiés à ce point? En 1990, un bras de tyrannosaure complet a été découvert par le professeur John Horner. Le professeur Horner explique ses conclusions. Tout d'abord, nous avons découvert que le bras du tyrannosaure a la même longueur que le nôtre. Mais en examinant la tâche des muscles et en essayant de voir comment ils étaient disposés, nous nous sommes aperçus que seule cette petite partie du bras dépassait. Tout le reste était enrobé de muscles. D'un seul bras, le tyrannosaure pouvait soulever 200 kilos. Mais nous avons constaté que ce bras avait une capacité de rotation réduite et qu'il ne pouvait pas bouger le coude de plus de 8 cm. C'est une question d'équilibre. Avec un corps de 20 mètres placé à l'horizontale sur deux pattes, le tyrannosaure aurait été déséquilibré par des avant-bras plus développés. Les bras du tyrannosaure sont courts comparés à la longueur de son corps, mais ils sont tout de même puissants, beaucoup plus puissants que ceux d'un être humain. Si les bras sont devenus si courts, c'est parce que le tyrannosaure fonctionnait comme une bascule. Plus ses mâchoires et son crâne se développaient, plus il fallait réduire son poids en d'autres endroits situés en avant du bassin. La morphologie du tyrannosaure n'est pas un hasard ni un caprice de la nature. 140 millions d'années plus tôt, le Célophis carnivore avait des bras bien développés. Mais sa tête était plus mince, ce qui lui évitait d'être déséquilibré dans sa course. Au Jurassique, l'allosaure possédait une tête plus massive, mieux adaptée à des proies plus volumineuses. Pour rééquilibrer le tout, ses bras s'étaient atrophiés. Au moment où les dinosaures ont disparu de la surface de la Terre, le tyrannosaure constituait le chef-d'œuvre de son espèce. L'évolution est limpide. Au cours des millions d'années qui séparent le Célophise, en haut, du tyrannosaure, tout à fait en bas, la masse musculaire de la tête s'est considérablement développée. Pour maintenir l'équilibre, il a fallu que les membres antérieurs s'atrophient. Le professeur Yamazaki étudie la cinématique des animaux. La maquette qu'il a devant lui montre l'absurdité de la thèse des 3 points d'appui. Le tyrannosaure devrait se déplacer à petits pas. De plus, cette posture cause d'inutiles fatigues dans diverses parties du corps, notamment parce que la queue traîne sur le sol. Par contre, une posture horizontale lui autorise de longues foulées et sans fatigue inutile. Ainsi, le tyrannosaure pouvait marcher à 6 km/h. Le professeur Paul Sereno de l'Université de Chicago s'est rendu célèbre en 1991. Cette année-là, il a trouvé en Argentine le plus ancien carnivore connu à l'heure actuelle. Il l'a baptisé Eoraptor, le carnivore du point du jour, le tout premier. L'Eoraptor est à l'évidence un tout petit dinosaure. Il ne fait qu'1 mètre de long. Ce dessin est à la taille réelle. C'est un tout petit dinosaure, mais nous pensons qu'il s'agit d'un adulte. L'Eoraptor vivait à la fin du Trias, c'est-à-dire 160 millions d'années avant le tyrannosaure. Bipède, très rapide, avec une dentition de carnivore, l'Eoraptor était un peu plus gros qu'une oie. La nature s'est répétée avec le tyrannosaure, en nettement plus grand.
Chine. Nous remontons dans le temps. Baptisé en hommage à la ville de Mamenchi, située dans la province de Sichuan, le Mamenchizor compte parmi les animaux les plus étranges de la création. Son cou, long de 13 mètres, surpasse celui de n'importe quel animal connu, y compris les autres sauropodes. Il y a 150 millions d'années, des animaux comme le Diplodocus ou le Camarasaure atteignaient des tailles immenses. La fin du Jurassique a correspondu avec la plus longue période de stabilité climatique dans l'histoire de la Terre. Cette stabilité durable a permis l'avènement de nombreux herbivores gigantesques, le brachiosaure par exemple et l'apatosaure. Le long cou des sauropodes a ses équivalents dans la faune contemporaine. Les girafes broutent dans les hautes branches et elles sont les seules à pouvoir le faire. Voici 150 millions d'années, le Mamenchizor, qui se nourrissait lui aussi de feuilles, ne ressemblait à aucun autre sauropode. Son cou interminable le distinguait du reste de la faune. Les premiers indices de son existence sont apparus dans les années 50. En 1987, le professeur Dale Russell participa à la découverte d'un cou immense et presque complet. J'ai bien vu que c'était un dinosaure très étrange, puisque le cou était plus long que le corps et la queue réunis. Nous avions peine à croire que tout cela puisse appartenir à un seul squelette, mais nous avions trouvé tous les éléments emboîtés sur un seul et même site dans la province de Sichuan. Il était donc certain qu'il s'agissait d'un spécimen homogène. De toute ma vie, je n'avais jamais vu de dinosaure aussi étrange, et j'étais émerveillé à l'idée qu'une créature pareille ait été retrouvée. Dale Russell est directeur de recherche d'un projet commun entre le Canada et la Chine qui a permis d'exhumer des merveilles dans les deux pays. Mais le Mamenchizor est parmi les plus magnifiques de toutes et certainement la plus étrange. Il y a de nombreuses espèces de dinosaures à long cou, et beaucoup de chercheurs considèrent que la fonction première de ces coups démesurément allongés, c'est de permettre aux animaux de se nourrir aux plus hautes branches des arbres. Je suis tout à fait d'accord avec cette explication pour certains dinosaures, mais je ne crois pas que ce soit judicieux dans ce cas précis. Quand on examine de près la structure du cou, on s'aperçoit que la position la plus naturelle, c'est une position horizontale parallèlement au sol, droit devant l'animal. Les Mamenchizors projetaient donc leur cou de 13 mètres de long presque à l'horizontale, tandis que leur corps très massif servait de socle à ce porte-à-faux. Les vertèbres cervicales montrent clairement que les Mamenchizors étaient différents des autres dinosaures. Chaque vertèbre se prolonge par deux longues tiges osseuses qui viennent se placer sous les vertèbres suivantes, et ainsi de suite tout le long du cou. Quelles que soient les causes externes qui ont guidé cette évolution, il en a résulté une extraordinaire particularité anatomique. Un cou solidement renforcé par un système de tiges osseuses sur lesquelles s'attachaient des muscles qui contribuaient à la solidité et à la souplesse de l'ensemble. À Pékin, l'Institut chinois de paléontologie vertébrale détient une pièce unique. Une tige cervicale trouvée dans le désert de Gobi en 1987. Elle mesure plus de 4 mètres, la longueur d'une voiture. Imaginez le cou dans son ensemble, 13 mètres de long.
Ces raidisseurs rendaient le cou moins flexible. Le Mamenschisor pouvait lever le cou ou bien le tourner à droite et à gauche de 30 degrés au maximum, mais il ne pouvait en aucun cas le lever à la verticale pour manger à la cime des arbres comme le fait la girafe. La structure complexe mise au point par la nature limitait les mouvements de sa créature. Dale Russell s'interroge. Pourquoi? Pourquoi ce cou était-il si long? À quoi l'animal l'employait-il? De toute évidence, il s'en servait pour économiser ses forces. Il déplaçait le moins possible son corps énorme et se contentait de balancer son cou beaucoup plus léger, à droite et à gauche, en arc de cercle, pour glaner sa nourriture. Comment faisaient-ils pour que leur cou ne s'affaisse pas? Le professeur Martin Lockley étudie la question à partir de traces de Diplodocus dans le Colorado. D'après leur squelette, nous savons que ces animaux avaient une longue queue. Mais ils devaient la tenir en l'air, puisqu'elle ne laissait aucune trace sur le sol, comme vous pouvez le constater. Ils la maintenaient au-dessus du sol. Je pense que cette queue devait faire office de contrepoids, dans une certaine mesure. Ils avaient des coups très allongés et des queues également très longues. Le reste du corps, au milieu, est placé presque à égale distance des deux extrémités. Comme je l'ai déjà dit, tout ça faisait office de contrepoids. On a pu comparer ce problème à celui de la construction d'un pont, un pont suspendu. Des ponts suspendus de chair et d'os, vieux de 150 millions d'années. Le modèle du pont suspendu est convaincant pour la plupart des sauropodes, en particulier pour le Diplodocus. La solidité d'un pont suspendu dépend de celle de ses haubans. Et c'est bien un câble qui a permis aux sauropodes de maintenir leurs extrémités en équilibre. Les os du bassin des sauropodes sont comparables aux piles d'un pont suspendu. Le câble, c'est un solide tendon qui court tout le long de l'épine dorsale, logé dans un sillon au sommet des vertèbres. La fonction crée l'organe. Ce parallèle fonctionne pour la plupart des sauropodes. Mais que pouvait-il arriver si l'un d'entre eux évoluait séparément, coupé du reste du monde, sur un continent isolé, la Chine du Jurassique par exemple? En ce qui concerne le Mamenschisor, la solution du pont suspendu ne répond pas au problème posé. Alors, comment le Mamenschisor assumait-il son cou immense? Pour résoudre ce problème, le professeur Yamazaki a consulté Takashi Yasumoto, ingénieur civil des ponts et chaussées. En fait, il faut extrapoler à partir du modèle du pont suspendu. Oui, les tendons soutenaient un tiers du cou. Mais au-delà, il n'y avait plus de tendons qui fassent office de câble. Voilà où les fameuses tiges vertébrales entrent en jeu. Ce système rendait le cou du Mamenschisor proportionnellement moins lourd que celui des autres sauropodes. Les autres espèces avaient un grand tendon dorsal. Le Mamenschisor, lui, fonctionnait selon un principe que va illustrer le professeur Yamazaki. Voilà comment ça fonctionnait. Quand ce store se déstructure, on obtient une longue perche tout à fait légère qu'il est facile de tenir par une extrémité. Le cou des Mamenschisor devait ressembler un peu à ça. Cette maquette fait penser à une longue canne à pêche, légère mais résistante.
Voici le musée des sciences et des techniques de Chengdu, dans la patrie du Mamenchizer, et du professeur Dong Ziming, le plus ardent chasseur de dinosaures de toute la Chine. Exhumé en 1957, ce fossile a attiré pour la première fois l'attention sur le Mamenchizer. Parmi les 6 spécimens recensés, c'est le plus complet de tous. Mais il manquait un détail non négligeable. Le professeur Dong détient le record du nombre de dinosaures exhumés par un seul homme. Mais il doit confesser quelque chose. Quand on a trouvé ce dinosaure, le crâne était manquant. Ça c'est un faux. C'est une tête de Diplodocus. On sait bien que c'est inexact, mais on va y remédier. Voici le désert de Gobi, dans le nord de la Chine. Un endroit très inhospitalier, mais qui recèle, en matière de fossiles, d'innombrables trésors datant du Jurassique. Les Canadiens et les Chinois effectuent des fouilles dans ce désert depuis 1986. Le programme de recherche commun aux deux pays s'est soldé par un succès considérable. Jamais on n'avait entrepris de fouilles paléontologiques à si grande échelle. Parmi les trésors que recélait le désert de Gobi, une rareté, une mâchoire de Mamenchizer. Cette mâchoire inférieure comportait 16 dents. 16 dents qui ont suffi à convaincre les chercheurs que le Mamenchizer n'était pas un dinosaure comme les autres. La preuve était irréfutable. Le Mamenchizer n'était pas directement rattaché à la famille des Diplodocus. Les dents sont importantes dans la classification des dinosaures. Les Diplodocus avaient des dents cylindriques. Celles des Mamenchizer ressemblaient plutôt à des cuillères. Paradoxalement, cette information nouvelle rendait l'animal encore plus mystérieux. Au-dessus de cette carrière de dinosaures se trouve le musée des dinosaures de Zigong en Chine. Les dents du Mamenchizer se caractérisent par une mauvaise occlusion, nous explique le directeur du musée. Il se produit donc un cisaillement grâce auquel l'animal arrache les feuillages dont il se nourrit. Les collections du musée de Zigong sont riches en indices sur la forme du crâne des Mamenchizer, sur leur mastication, sur l'emplacement de leurs yeux, de leurs naseaux, pour ne citer que cela. Ces indices permettent de reconstituer le passé avec l'aide de l'informatique graphique. Comme chez le tyrannosaure, le crâne des Mamenchizer avait une structure lacunaire destinée à l'alléger. À l'avant des yeux se situaient ces énormes naseaux. Les Mamenchizer ne pouvaient pas mastiquer le feuillage avec une mâchoire qui ne fonctionnait que de bas en haut. La forme de leurs dents le confirme. Cette plante préhistorique, appelée bénétite, a disparu depuis longtemps, mais c'était l'un des mets favoris des sauropodes. Au Jurassique, les bénétites poussaient sous des climats comparables à celui du désert de Gobi, chaud et sec. Elles atteignaient à peu près 3 mètres de haut, ce qui les mettait juste à portée de la tête des Mamenchizer. Peu à peu se dessine le portrait d'un animal tellement corpulent qu'il lui était plus commode de balancer de ci de là un coup immense plutôt que de déplacer son corps. Les fibres végétales sont indigestes à l'état naturel. Pour les broyer, les mammifères modernes les mastiquent longuement à l'aide de leurs molaires. Mais le Mamenchizer n'avait pas de molaires. Ses dents ne lui servaient qu'à cisailler. L'animal déglutissait par conséquent des feuillages non mastiqués. C'est pourquoi les sauropodes avalaient des pierres à l'aide desquelles leur appareil digestif broyait les fibres végétales. Le professeur Millard de l'université Brigham Young aux USA. Ces gastrolites ou pierres stomacales font office de meule. Les contractions musculaires les frottent constamment les unes contre les autres, ce qui permet aux sauropodes de broyer leurs aliments
puis de faire macérer la cellulose des plantes afin d'en retirer les éléments nutritifs dont ils ont besoin. Certains oiseaux qui n'ont pas de dents font de même. Ils avalent délibérément des cailloux qui descendent dans le gésier où les aliments sont pré-broyés. Les fibres sont érodées, mais les pierres aussi. Les gastrolites retrouvés au milieu des ossements de dinosaures sont en général lisses et arrondis. Avant même que les gastrolites aient fini de moudre la nourriture, des bactéries qui se trouvent dans l'organisme du dinosaure participent déjà au processus de la digestion. Ces colonies bactériennes sont présentes dans le tube digestif et contribuent à l'assimilation des éléments nutritifs nécessaires aux dinosaures. Les microbes aident l'animal à digérer ses aliments. Chez les dinosaures herbivores, leur rôle était déterminant. Une expérience concluante a été faite à l'université de Kosienne. Cette expérience explique pourquoi les dinosaures herbivores sont devenus si gros. Pendant 2 mois, ces têtards ont été nourris aux épinards. Ceux-ci n'ont mangé que des vers. Les têtards végétariens, en haut de l'écran, sont devenus 2 fois plus gros que les têtards nourris aux protéines animales. Les végétariens avaient besoin d'une plus grande quantité de bactéries pour digérer les fibres végétales et donc d'un tube digestif plus long. Ce qui nous ramène à nos monstres de 25 tonnes, les Mamenchisaures. Le ventre de cet animal renfermait probablement des intestins 10 fois plus longs que lui. Dans ce tube digestif, des plantes fermentaient en permanence, ce qui dégageait de la chaleur. Sur cette côte, on voit 1, 2, 3 conduits qui s'enfoncent à l'intérieur de l'os. Au Museum of Western Colorado, le paléontologue Britt Brooks étudie les systèmes de refroidissement des sauropodes. Ces os d'apatosaures fourmillent de cavités naturelles. Avec les tonnes d'aliments en décomposition qui fermentaient dans leurs entrailles, il semblerait que les sauropodes aient mis au point un système de refroidissement par air. Il faut se souvenir que tous ces petits ballons étaient en réalité reliés les uns aux autres. Il y avait une grande arrivée d'air, plus large que mon bras, qui passait par ici et qui desservait les poches d'air, comme ça ou comme ça. Et puis qui circulait sur le côté de la vertèbre vers ces différentes zones. Alors, à quoi ressemble le tableau final? À des Mamenchisaures pesant 25 tonnes à l'âge adulte et puisant leur énergie dans une fermentation bactérienne assez inefficace, trop lente et exigeant tout un système de refroidissement par air. Avec quelle sorte de poumon ce monstre respirait-il? Le professeur Richard Hengst tente de répondre à l'aide d'un prototype de poumon et de cou artificiel. 6,25. Pas commode, mais n'oublions pas que l'air devait circuler dans un cou de 13 mètres de long. Les 9 barils contiennent 1900 litres d'air. À l'aide de ce bricolage, on constate que les Mamenchisaures étaient à même d'inspirer environ 800 litres à la minute. Ça ne fait pas beaucoup d'oxygène. S'ils se contentaient de respirer par le nez, même avec un métabolisme qui économise ses forces au maximum, le Mamenchisaure ne pouvait sans doute se déplacer que très lentement. Il lui fallait donc ouvrir la bouche. Mais même de cette manière, il était sans doute très pénible pour lui de grimper la plus petite colline ou de contrer un éventuel prédateur. Nous ne savons pas comment ils combattaient leurs prédateurs, mais nous savons comment se déplaçaient les sauropodes. Je crois que cette piste fossilisée est riche d'enseignements. Les traces de pas sont très resserrées. Quand on trace une ligne ici, on voit bien que les pattes arrière, là, là et là, sont tangentes par rapport à cette ligne-ci. Cela signifie que l'animal se tenait bien droit. Quand il avançait, il mettait presque un pied devant l'autre.
En étudiant les traces de pas des diplodocus, le professeur Lockley a eu le sentiment que les sauropodes marchaient comme les grands mammifères, qui prennent appui sur deux pattes, tandis que les deux autres se déplacent. Si c'était le cas des mamenschiseurs, alors ils marchaient 2 fois plus vite que l'homme. Cette vitesse a semblé excessive au professeur Yamazaki. Si un animal de 25 tonnes aux pattes relativement minces déplace 2 appuis à la fois, le professeur Yamazaki pense que les 2 autres appuis s'enfoncent dans le sol sous la charge. Il suppose que cet animal avançait au contraire une patte à la fois, pendant que les autres pattes assuraient la répartition de la charge sur le sol meuble. Par exemple, il déplaçait sa patte avant gauche. Pendant ce temps, les autres pattes assuraient la stabilité du corps, puis la patte arrière droite et ainsi de suite, ce qui correspond à une vitesse de moins de 3 km/h, bien plus lente que le pas de l'homme. Aussi incroyable que cela puisse paraître, une telle créature a effectivement vécu. Il a fallu pour cela des millions d'années d'évolution et de stabilité climatique. Sa gestation a pris un temps infini. Voici notre planète telle qu'elle était il y a 225 millions d'années. Durant cette période, appelée Trias, de petits bipèdes carnivores sont apparus. Notamment l'Éoraptor, gros comme une oie. Pour passer de cet animal au mamenschiseur, il faudra 60 millions d'années, c'est-à-dire 600 000 siècles. Trouvé dans la province de Yunnan et conservé en lieu sûr à Pékin, le Lufengosaure est en quelque sorte un sauropode intermédiaire. Son squelette laisse penser que le Lufengosaure se tenait souvent sur 2 pattes, mais marchait à 4 pattes. Les ours ou les kangourous font de même aujourd'hui. Et les dents, elles sont en passe de devenir cylindriques, comme celles des herbivores. Pourquoi des petits carnivores bipèdes comme l'Éoraptor ont-ils évolué vers des formes herbivores, bientôt quadrupèdes, comme le Lufengosaure? Le mystère reste entier. Hormis le climat stable, il a certainement fallu d'autres facteurs pour aboutir aux sauropodes géants. Évoluant dans l'isolement géologique qui était celui de la Chine au Jurassique, le mamenschiseur était exceptionnel à plus d'un titre. La raison de leur corpulence est à chercher dans la mauvaise qualité de la végétation dont ils se nourrissaient. Il leur fallait le secours des bactéries pour digérer leurs aliments. Mais c'est une opération lente. Et leur estomac a grossi. Puis, avec lui, tout le corps a progressivement évolué vers une taille très imposante. Leur poids a fini par atteindre celui de plusieurs éléphants. Il n'était plus possible de mouvoir un corps aussi énorme à la force des seules pattes postérieures. Ils ont donc été parmi les premiers dinosaures à devenir authentiquement quadrupèdes. Et voilà. Grands ou petits, les dinosaures sont passés de vie à trépas, les uns après les autres, pendant 160 millions d'années. La dérive des continents a conduit certains dinosaures à évoluer à l'écart des autres espèces. C'est le cas, par exemple, du mamenschiseur et d'autres merveilles de la nature qui peuplaient l'actuel désert de Gobi. Le désert garde ses secrets. Oui, grand mamenschiseur, ce sont tes secrets aussi. Et nous tentons de les percer. Ce coup invraisemblable avait-il vraiment pour seule fonction de t'éviter de déplacer un corps trop lourd? À une époque où l'atmosphère contenait moins d'oxygène qu'aujourd'hui, est-il vrai que tu ne respirais qu'une fois par minute? Tout comme nous le constatons aujourd'hui chez les crocodiles du Nil,
Peut-être le sang qui coulait dans tes veines était-il de meilleure qualité que celui des hommes? Un jour, grand dinosaure, nous trouverons la réponse. Était exceptionnel à plus d'un titre. La raison de leur corpulence est à chercher dans la mauvaise qualité de la végétation dont ils se nourrissaient. Il leur fallait le secours des bactéries pour digérer leurs aliments. Mais c'est une opération lente. Et leur estomac a grossi. Puis, avec lui, tout le corps a progressivement évolué vers une taille très imposante. Leur poids a fini par atteindre celui de plusieurs éléphants. Il n'était plus possible de mouvoir un corps aussi énorme à la force des seules pattes postérieures. Ils ont donc été parmi les premiers dinosaures à devenir authentiquement quadrupèdes. Et voilà. Grands ou petits, les dinosaures sont passés de vie à trépas, les uns après les autres, pendant 160 millions d'années. La dérive des continents a conduit certains dinosaures à évoluer à l'écart des autres espèces. C'est le cas, par exemple, du Mamenchisaure et d'autres merveilles de la nature qui peuplaient l'actuel désert de Gobi. Le désert garde ses secrets. Oui, grand Mamenchisaure, ce sont tes secrets aussi. Et nous tentons de les percer. Ce coup invraisemblable avait-il vraiment pour seule fonction de t'éviter de déplacer un corps trop lourd? À une époque où l'atmosphère contenait moins d'oxygène qu'aujourd'hui, est-il vrai que tu ne respirais qu'une fois par minute? Tout comme nous le constatons aujourd'hui chez les crocodiles du Nil, peut-être le sang qui coulait dans tes veines était-il de meilleure qualité que celui des hommes? Un jour, grand dinosaure, nous trouverons la réponse. Comme le fait la girafe. La structure complexe mise au point par la nature limitait les mouvements de sa créature. Dale Russell s'interroge. Pourquoi ce cou était-il si long? À quoi l'animal l'employait-il? De toute évidence, il s'en servait pour économiser ses forces. Il déplaçait le moins possible son corps énorme et se contentait de balancer son cou beaucoup plus léger, à droite et à gauche, en arc de cercle, pour glaner sa nourriture.
Comment faisaient-ils pour que leur cou ne s'affaisse pas? Le professeur Martin Lockley étudie la question à partir de traces de Diplodocus dans le Colorado. D'après leur squelette, nous savons que ces animaux avaient une longue queue. Mais ils devaient la tenir en l'air, puisqu'elle ne laissait aucune trace sur le sol, comme vous pouvez le constater. Ils la maintenaient au-dessus du sol. Je pense que cette queue devait faire office de contrepoids, dans une certaine mesure. Ils avaient des coups très allongés et des queues également très longues. Le reste du corps, au milieu, est placé presque à égale distance des deux extrémités. Comme je l'ai déjà dit, tout ça faisait office de contrepoids. On a pu comparer ce problème à celui de la construction d'un pont, un pont suspendu. Des ponts suspendus de chair et d'os, vieux de 150 millions d'années. Le modèle du pont suspendu est convaincant pour la plupart des sauropodes, en particulier pour le Diplodocus. La solidité d'un pont suspendu dépend de celle de ses haubans. Et c'est bien un câble qui a permis aux sauropodes de maintenir leurs extrémités en équilibre. Les os du bassin des sauropodes sont comparables aux piles d'un pont suspendu. Le câble, c'est un solide tendon qui court tout le long de l'épine dorsale, logé dans un sillon au sommet des vertèbres. La fonction crée l'organe. Ce parallèle fonctionne pour la plupart des sauropodes. Mais que pouvait-il arriver si l'un d'entre eux évoluait séparément, coupé du reste du monde, sur un continent isolé, la Chine du Jurassique par exemple? En ce qui concerne le Mamenchisaur, la solution... Dinosaure, le crâne était manquant. Ça c'est un faux. C'est une tête de Diplodocus. On sait bien que c'est inexact, mais on va y remédier. Voici le désert de Gobi, dans le nord de la Chine. Un endroit très inhospitalier, mais qui recèle, en matière de fossiles, d'innombrables trésors datant du Jurassique. Les Canadiens et les Chinois effectuent des fouilles dans ce désert depuis 1986. Le programme de recherche commun aux deux pays s'est soldé par un succès considérable. Jamais on n'avait entrepris de fouilles paléontologiques à si grande échelle. Parmi les trésors que recélait le désert de Gobi, une rareté, une mâchoire de Mamenchisaur. Cette mâchoire inférieure comportait 16 dents. 16 dents qui ont suffi à convaincre les chercheurs que le Mamenchisaur n'était pas un dinosaure comme les autres. La preuve était irréfutable. Le Mamenchisaur n'était pas directement rattaché à la famille des Diplodocus. Les dents sont importantes dans la classification des dinosaures. Les Diplodocus avaient des dents cylindriques. Celles des Mamenchisaur ressemblaient plutôt à des cuillères. Paradoxalement, cette information nouvelle rendait l'animal encore plus mystérieux. Au-dessus de cette carrière de dinosaures se trouve le musée des dinosaures de Zigong en Chine. Les dents du Mamenchisaur se caractérisent par une mauvaise occlusion, nous explique le directeur du musée. Il se produit donc un cisaillement grâce auquel l'animal arrache les feuillages dont il se nourrit. Les collections du musée de Zigong sont riches en indices sur la forme du crâne des Mamenchisaur, sur leur mastication, sur l'emplacement de leurs yeux, de leurs naseaux, pour ne citer que cela. Ces indices permettent de reconstituer le passé avec l'aide de l'informatique graphique. Comme chez le tyrannosaure, le crâne des Mamenchisaur avait une structure lacunaire, destinée à l'alléger. À l'avant des yeux se situaient ces énormes naseaux. Les Mamenchisaur ne pouvaient pas mastiquer le feuillage avec une mâchoire qui ne fonctionnait que de bas en haut. La forme de leurs dents le confirme. Cette plante préhistorique, appelée bénétite, a disparu depuis longtemps.
Mais c'était l'un des mets favoris des sauropodes. Au Jurassique, les bénétites poussaient sous des climats comparables à celui du désert de Gobi, chaud et sec. Elles atteignaient à peu près 3 mètres de haut, ce qui les mettait juste à portée de la tête des mamenchisaures. Des articulations analogues protègent le tyrannosaure. Le professeur Curry. Le tyrannosaure a un crâne très volumineux. Mais ce crâne comprend de nombreux vides. Et nous constatons que les os eux-mêmes sont attachés les uns aux autres de manière très lâche. On voit qu'il y a du jeu là. C'est particulièrement manifeste à l'arrière du maxillaire supérieur. À cet endroit, les os sont pratiquement béants. Et sur le maxillaire inférieur, vous voyez qu'il y a une articulation au milieu sur toute la largeur. Ces articulations servent d'amortisseur lorsque le tyrannosaure referme ses mâchoires sur une proie. Ainsi, il y a moins de risques qu'il se casse les dents d'une part, et d'autre part, il peut serrer avec beaucoup plus de force sans risquer de se fracturer un os du crâne, bien que sa proie se débatte encore comme un beau diable. Imaginez un peu. Un tyrannosaure de 6 tonnes aux prises avec un animal de la carrure d'un rhinocéros. La victime vend chèrement sa peau. Mais les dents du tyrannosaure sont déjà profondément plantées dans son corps. Les deux animaux s'arc-boutent de toute leur force et la tête du tyrannosaure doit supporter ces chocs. C'est à quoi lui sert ce crâne tout en muscles et ce réseau d'articulations osseuses, solides mais flexibles. Outre sa force, un tel tueur avait besoin de sens bien aiguisés pour débusquer ses proies. L'hôpital de Calgary, au Canada. Un crâne d'albertosaure va passer au scanner sous l'œil vigilant du professeur Curry. L'albertosaure est un membre du groupe des tyrannosaures. Une série de coupes électroniques révèle la forme des différentes cavités de la boîte crânienne et des organes qu'elle renfermait, y compris le cerveau. Ce cerveau était essentiellement consacré au traitement des perceptions sensorielles. À droite, le lobe frontal lié à l'odorat. Le lobe médian lié à la vue. Et le lobe arrière lié à l'ouïe. Le tyrannosaure n'avait que faire d'être intelligent, mais il était équipé pour réagir très rapidement à son environnement. Largeur. Ces articulations servent d'amortisseur lorsque le tyrannosaure referme ses mâchoires sur une proie. Ainsi, il y a moins de risques qu'il se casse les dents d'une part, et d'autre part, il peut serrer avec beaucoup plus de force sans risquer de se fracturer un os du crâne, bien que sa proie se débatte encore comme un beau diable. Imaginez un peu. Un tyrannosaure de 6 tonnes aux prises avec un animal de la carrure d'un rhinocéros. La victime vend chèrement sa peau. Mais les dents du tyrannosaure sont déjà profondément plantées dans son corps. Les deux animaux s'arc-boutent de toute leur force et la tête du tyrannosaure doit supporter ces chocs. C'est à quoi lui sert ce crâne tout en muscles et ce réseau d'articulations osseuses, solides mais flexibles. Outre sa force, un tel tueur avait besoin de sens bien aiguisés pour débusquer ses proies. L'hôpital de Calgary, au Canada. Un crâne d'albertosaure va passer au scanner sous l'œil vigilant du professeur Curry. L'albertosaure est un membre du groupe des tyrannosaures.
Une série de coupes électroniques révèle la forme des différentes cavités de la boîte crânienne et des organes qu'elle renfermait, y compris le cerveau. Ce cerveau était essentiellement consacré au traitement des perceptions sensorielles. À droite, le lobe frontal lié à l'odorat. Le lobe médian lié à la vue. Et le lobe arrière lié à l'ouïe. Le tyrannosaure n'avait que faire d'être intelligent, mais il était équipé pour réagir très rapidement à son environnement. On peut en juger d'après l'odorat du nanotyrannosaure, par exemple. Cet os long et enroulé sur lui-même, dans la fosse nasale du nanotyrannosaure, démontre qu'il avait un excellent odorat. Les mammifères actuels dont l'odorat est bien développé ont souvent un os analogue dans les fosses nasales. Les sangliers, par exemple, arrivent, elles. Parmi les trésors que recelait le désert de Gobi, une rareté, une mâchoire de mamenchisor. Cette mâchoire inférieure comportait 16 dents. 16 dents qui ont suffi à convaincre les chercheurs que le mamenchisor n'était pas un dinosaure comme les autres. La preuve était irréfutable. Le mamenchisor n'était pas directement rattaché à la famille des diplodocus. Les dents sont importantes dans la classification des dinosaures. Les diplodocus avaient des dents cylindriques. Celles des mamenchisors ressemblaient plutôt à des cuillères. Paradoxalement, cette information nouvelle rendait l'animal encore plus mystérieux. Au-dessus de cette carrière de dinosaures se trouve le musée des dinosaures de Zigong en Chine. Les dents du mamenchisor se caractérisent par une mauvaise occlusion, nous explique le directeur du musée. Il se produit donc un cisaillement grâce auquel l'animal arrache les feuillages dont il se nourrit. Les collections du musée de Zigong sont riches en indices sur la forme du crâne des mamenchisors, sur leur mastication, sur l'emplacement de leurs yeux, de leurs naseaux, pour ne citer que cela. Ces indices permettent de reconstituer le passé, avec l'aide de l'informatique graphique. Comme chez le tyrannosaure, le crâne des mamenchisors avait une structure lacunaire, destinée à l'alléger. À l'avant des yeux se situaient ces énormes naseaux. Les mamenchisors ne pouvaient pas mastiquer le feuillage avec une mâchoire qui ne fonctionnait que de bas en haut. La forme de leurs dents le confirme. Cette plante préhistorique, appelée bénétite, a disparu depuis longtemps, mais c'était l'un des mets favoris des sauropodes. Au Jurassique, les bénétites poussaient sous des climats comparables à celui du désert de Gobi, chaud et sec. Elles atteignaient à peu près 3 mètres de haut, ce qui les mettait juste à portée de la tête des mamenchisors. Peu à peu se dessine le portrait d'un animal tellement corpulent qu'il lui était plus commode de balancer de ci de là un coup immense plutôt que de déplacer son corps. Les fibres végétales sont indigestes à l'état naturel. Pour les broyer, les mammifères modernes, on est passé au Jurassique. C'est l'ère du stégosaure, du diplodocus et d'autres herbivores, dont un géant né en Asie, le mamenchisor. Au Crétacé, la forme actuelle des continents commençait à s'esquisser. Les dinosaures, eux aussi, adoptaient des formes nouvelles. Voici 70 millions d'années, le monde a pratiquement l'aspect que nous lui connaissons aujourd'hui, et ce peuple d'espèces nouvelles de la famille du tyrannosaure, l'albertosaure et le tarbosaure notamment.
quelle vie pouvait-il mener? Les tyrannosaures attaquent. Les corythosaures s'enfuient. Comment tout cela s'est-il terminé? Nous le saurons plus tard. Voyons d'abord comment fonctionnait ce tueur. En tout, quelques 50 crocs actionnés par une mâchoire puissamment musclée. Cet os appartenait à un herbivore nommé hadrosaure. Le tyrannosaure qui l'a sectionné s'est cassé une dent dans la bataille. Elle est restée logée dans l'os. Parmi les victimes du tyrannosaure, on compte également l'imposant Tricératops. Cet os est percé un peu partout et nous pensons que ces blessures portent la signature du tyrannosaure. D'après Peter Larson, cet os de Tricératops nous donne un aperçu de la force du tyrannosaure. Si nous prenons 2 dents de tyrannosaure, nous voyons qu'elles s'ajustent parfaitement dans ces trous. Et que dire de ses dents? Les dents de tyrannosaure sont des armes absolument terribles. En fait, l'os que nous venons de voir porte de nombreuses traces de morsures. Mais ce trou à l'extrémité nous donne une indication très intéressante. Si nous prenons cette dent et que nous la mettons en place ici, nous voyons qu'elle traverse le fémur de part en part. Nous pensons que ce fémur a été purement et simplement arraché du corps de l'animal encore vivant. Arraché de son articulation ici, au niveau de la hanche, par le tyrannosaure qui a démembré ce tricératops. Oui. Quand on trace une ligne ici, on voit bien que les pattes arrière, là, là et là, sont tangentes par rapport à cette ligne-ci. Cela signifie que l'animal se tenait bien droit. Quand il avançait, il mettait presque un pied devant l'autre. En étudiant les traces de pas des diplodocus, le professeur Lockley a eu le sentiment que les sauropodes marchaient comme les grands mammifères, qui prennent appui sur 2 pattes, tandis que les 2 autres se déplacent. Si c'était le cas des mamenschiseurs, alors ils marchaient 2 fois plus vite que l'homme. Cette vitesse a semblé excessive au professeur Yamazaki. Si un animal de 25 tonnes aux pattes relativement minces déplace 2 appuis à la fois, le professeur Yamazaki pense que les 2 autres appuis s'enfoncent dans le sol sous la charge. Il suppose que cet animal avançait au contraire une patte à la fois, pendant que les autres pattes assuraient la répartition de la charge sur le sol meuble. Par exemple, il déplaçait sa patte avant gauche. Pendant ce temps, les autres pattes assuraient la stabilité du corps, puis la patte arrière droite et ainsi de suite, ce qui correspond à une vitesse de moins de 3 km/h, bien plus lente que le pas de l'homme. Aussi incroyable que cela puisse paraître, une telle créature a effectivement vécu. Il a fallu pour cela des millions d'années d'évolution et de stabilité climatique. Sa gestation a pris un temps infini. Voici notre planète telle qu'elle était il y a 225 millions d'années. Durant cette période, appelée Trias, de petits bipèdes carnivores sont apparus. Notamment l'Éoraptor, gros comme une oie. Pour passer de cet animal au mamenschiseur, il faudra 60 millions d'années, c'est-à-dire 600 000 siècles. Trouvé dans la province de Yunnan et conservé en lieu sûr à Pékin, le Lufengosaure est en quelque sorte un sauropode intermédiaire. Son squelette laisse penser que le Lufengosaure se tenait souvent sur 2 pattes, mais marchait à 4 pattes. Les ours ou les kangourous
font de même aujourd'hui. Et les dents, elles sont en passe de devenir cylindriques, comme celles des herbivores. Fallait des pierres, à l'aide desquelles leur appareil digestif broyait les fibres végétales. Le professeur Millard de l'université Brigham Young aux USA. Ces gastrolithes, ou pierres stomacales, font office de meule. Les contractions musculaires les frottent constamment les unes contre les autres, ce qui permet aux sauropodes de broyer leurs aliments, puis de faire macérer la cellulose des plantes afin d'en retirer les éléments nutritifs dont ils ont besoin. Certains oiseaux qui n'ont pas de dents font de même. Ils avalent délibérément des cailloux qui descendent dans le gésier où les aliments sont pré-broyés. Les fibres sont érodées, mais les pierres aussi. Les gastrolithes retrouvés au milieu des ossements de dinosaures sont en général lisses et arrondis. Avant même que les gastrolithes aient fini de moudre la nourriture, des bactéries qui se trouvent dans l'organisme du dinosaure participent déjà au processus de la digestion. Ces colonies bactériennes sont présentes dans le tube digestif et contribuent à l'assimilation des éléments nutritifs nécessaires aux dinosaures. Les microbes aident l'animal à digérer ses aliments. Chez les dinosaures herbivores, leur rôle était déterminant. Une expérience concluante a été faite à l'université de Coccienne. Cette expérience explique pourquoi les dinosaures herbivores sont devenus si gros. Pendant 2 mois, ces têtards ont été nourris aux épinards. Ceux-ci n'ont mangé que des vers. Les têtards végétariens, en haut de l'écran, sont devenus 2 fois plus gros que les têtards nourris aux protéines animales. Les végétariens avaient besoin d'une plus grande quantité de bactéries pour digérer les fibres végétales et donc d'un tube digestif plus long. Ce qui nous ramène à nos monstres de 25 tonnes, les mamenschiseurs. Le ventre de cet animal renfermait probablement des intestins 10 fois plus longs que lui. Dans ce tube digestif, des plantes fermentaient en permanence, ce qui dégageait de la chaleur. Sur cette côte, on voit 1, 2, 3 conduits qui s'enfoncent à l'intérieur de l'os. Au Museum of Western Colorado, le paléontologue Britt Brooks étudie les systèmes de refroidissement des sauropodes. Ces os d'apatosaures fourmillent de cavités naturelles. Avec les tonnes d'aliments en décomposition qui fermentaient dans leurs entrailles, il semblerait que les sauropodes aient mis au point un système de refroidissement par air. D'innombrables trésors datant du Jurassique. Les Canadiens et les Chinois effectuent des fouilles dans ce désert depuis 1986. Le programme de recherche commun aux 2 pays s'est soldé par un succès considérable. Jamais on n'avait entrepris de fouilles paléontologiques à si grande échelle. Parmi les trésors que recelait le désert de Gobi, une rareté, une mâchoire de mamenschiseur. Cette mâchoire inférieure comportait 16 dents. 16 dents qui ont suffi à convaincre les chercheurs que le mamenschiseur n'était pas un dinosaure comme les autres. La preuve était irréfutable. Le mamenschiseur n'était pas directement rattaché à la famille des Diplodocus. Les dents sont importantes dans la classification des dinosaures. Les Diplodocus avaient des dents cylindriques. Celles des mamenschiseurs ressemblaient plutôt à des cuillères. Paradoxalement, cette information nouvelle rendait l'animal encore plus mystérieux. Au-dessus de cette carrière de dinosaures se trouve le musée des dinosaures de Zigong en Chine. Les dents du mamenschiseur se caractérisent par une mauvaise occlusion, nous explique le directeur du musée. Il se produit donc un cisaillement grâce auquel l'animal arrache les feuillages dont il se nourrit. Les collections du musée de Zigong sont riches en indices sur la forme du crâne des mamenschiseurs, sur leur mastication, sur l'emplacement de leurs yeux, de leurs naseaux, pour ne citer que cela. Ces indices permettent de reconstituer le passé avec l'aide de l'informatique graphique.
Comme chez le tyrannosaure, le crâne des mamenchisors avait une structure lacunaire, destinée à l'alléger. À l'avant des yeux se situaient ces énormes naseaux. Les mamenchisors ne pouvaient pas mastiquer le feuillage avec une mâchoire qui ne fonctionnait que de bas en haut. La forme de leurs dents le confirme. Cette plante préhistorique, appelée bénétite, a disparu depuis longtemps, mais c'était l'un des mets favoris des sauropodes. Au Jurassique, les bénétites poussaient sous des climats comparables à celui du désert de Gobi, chaud et sec. Elles atteignaient à peu près 3 mètres de haut, ce qui les mettait juste à portée de la tête des mamenchisors. Peu à peu se dessine le portrait d'un animal tellement corpulent qu'il lui était plus commode de balancer de ci de là un coup immense plutôt que de déplacer son corps. Réduire son poids en d'autres endroits situés en avant du bassin. La morphologie du tyrannosaure n'est pas un hasard ni un caprice de la nature. 140 millions d'années plus tôt, le célophise carnivore avait des bras bien développés. Mais sa tête était plus mince, ce qui lui évitait d'être déséquilibré dans sa course. Au Jurassique, l'allosaure possédait une tête plus massive, mieux adaptée à des proies plus volumineuses. Pour rééquilibrer le tout, ses bras s'étaient atrophiés. Au moment où les dinosaures ont disparu de la surface de la Terre, le tyrannosaure constituait le chef-d'œuvre de son espèce. L'évolution est limpide. Au cours des millions d'années qui séparent le célophise, en haut, du tyrannosaure, tout à fait en bas, la masse musculaire de la tête s'est considérablement développée. Pour maintenir l'équilibre, il a fallu que les membres antérieurs s'atrophient. Le professeur Yamazaki étudie la cinématique des animaux. La maquette qu'il a devant lui montre l'absurdité de la thèse des 3 points d'appui. Le tyrannosaure devrait se déplacer à petits pas. De plus, cette posture cause d'inutiles fatigues dans diverses parties du corps, notamment parce que la queue traîne sur le sol. Par contre, une posture horizontale lui autorise de longues foulées et sans fatigue inutile. Ainsi, le tyrannosaure pouvait marcher à 6 km/h. Le professeur Paul Sereno de l'Université de Chicago s'est rendu célèbre en 1991. Cette année-là, il a trouvé en Argentine le plus ancien carnivore connu à l'heure actuelle. Il l'a baptisé Eoraptor, le carnivore du point du jour, le tout premier. L'Eoraptor est à l'évidence un tout petit dinosaure. Il ne fait qu'1 mètre de long. Ce dessin est à la taille réelle. C'est un tout petit dinosaure, mais nous pensons qu'il s'agit d'un adulte. L'Eoraptor vivait à la fin du Trias, c'est-à-dire 160 millions d'années avant le tyrannosaure. Bipède, très rapide, avec une dentition de carnivore, l'Eoraptor était un peu plus gros qu'une oie. La nature serrait et des organes qu'elle renfermait, y compris le cerveau. Ce cerveau était essentiellement consacré au traitement des perceptions sensorielles. À droite, le lobe frontal, lié à l'odorat. Le lobe médian, lié à la vue. Et le lobe arrière, lié à l'ouïe. Le tyrannosaure n'avait que faire d'être intelligent, mais il était équipé pour réagir très rapidement à son environnement.
On peut en juger d'après l'odorat du nanotyrannosaure par exemple. Cet os long et enroulé sur lui-même dans la fosse nasale du nanotyrannosaure démontre qu'il avait un excellent odorat. Les mammifères actuels dont l'odorat est bien développé ont souvent un os analogue dans les fosses nasales. Les sangliers, par exemple, arrivent à sentir les pommes de terre et autres tubercules, même profondément enterrés. Plus l'os est enroulé sur lui-même, plus l'odorat est actif, qu'il s'agisse du sanglier, de la hyène ou du nanotyrannosaure. Le nanotyrannosaure est le seul dinosaure connu qui soit équipé d'un tel os. Sans doute en avance sur son temps dans ce domaine, il était capable de détecter les plus faibles odeurs dans l'air ambiant. La vue, l'odorat et l'ouïe. Le tyrannosaure était un véritable radar. Aucun objet en mouvement n'échappait à sa vigilance. Le scanner révèle que le tyrannosaure était doté d'une ouïe très fine. Alors que son cerveau était confiné dans un volume étriqué, son oreille interne bénéficiait d'un espace considérable dans la boîte crânienne. Il s'agissait en fait de résonateurs destinés à amplifier les sons. Comme chez les autres dinosaures, et comme chez tous les animaux à vrai dire, chez le tyrannosaure, l'oreille interne est associée à une petite poche d'air. Mais le tyrannosaure a étendu ses poches d'air à tous les os de la boîte crânienne proprement dite, ce qui les rend bien plus grandes que chez les autres animaux. Les tyrannosaures pouvaient donc augmenter la fréquence des sons qu'ils percevaient. Or, nous savons, à en juger par la configuration de leur organe de phonation, que les dinosaures à bec de canard ou les hadrosaures